Je suis vraiment désolée de parler avec un masque, mais je suis malade et c'est pas possible de l'enlever tellement je suis enrhumée. Alors j'ai entendu parler de Félix Maura il y a à peu près 5-6 ans, je dirais. Je faisais un reportage dans la ville de Trappes, qui est une ville d'immigration, puisque c'est tout près de grosses usines automobiles, c'est une ville de cheminots. Et je discutais avec le doyen de la mosquée de Trappes, et je lui demande, mais racontez-moi, il avait 90 ans à l'époque, comment vous êtes arrivé à Trappes? Il me dit, par Maura. Et je ne comprends pas de quoi il me parle, je ne comprends pas le mot. Et son voisin, qui était un responsable de la mosquée, me dit Félix Maura, vous ne connaissez pas Félix Maura? Il me dit c'est normal, personne ne connaît Félix Maura. Donc je suis allée regarder un peu sur internet qui était Félix Maura. Je me suis rendu compte que c'était l'un des plus grands recruteurs, comme on les appelait dans les années 60, de ces personnes qui allaient au Maroc, ou parfois en Algérie, mais plus souvent au Maroc, chercher de la main-d'œuvre à l'époque des 30 Glorieuses. Il y en a eu de fameux, comme par ici en Lorraine pour la famille Vindel. Et puis pour les charbonnages de France, pour les mines du Pas-de-Calais et de Lorraine, c'était ce monsieur Félix Maura, un Français né en 1926 dans le Pas-de-Calais et qui a eu en fait un rôle très important dans l'histoire de l'immigration française. Félix Maura, son rôle, c'était d'aller pour la direction des houillères du Nord et de Lorraine chercher de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait avec sa déesse dans le sud marocain et il était toujours précédé d'une rumeur en disant Maura arrive, et les gens se précipitaient en espérant, à l'époque, on est au début des années 60 et ça continue jusqu'à la fin des années 70, en espérant pouvoir partir travailler en France puisque les salaires étaient à peu près 10 fois supérieurs à ceux qu'on pouvait percevoir au Maroc. Et donc les jeunes gens faisaient la queue et Maura arrivait, il ne parlait pas en fait, il tâtait les muscles, il regardait les yeux, les oreilles, les dents, à tel point que parfois on a pu l'appeler le négrier, ce qui n'est pas tout à fait exact puisque les personnes étaient quand même salariées, mais il venait chercher en fait de la force. Ça n'est pas, c'est ça qu'il cherchait avant tout, du muscle. Il disait je suis là pour chercher du muscle, et il s'est flatté, et c'est sans doute exact, d'avoir fait venir en France entre 80 000 et 120 000 jeunes marocains. La sélection, c'était pas forcément une grande taille ou un poids important. Il fallait être à la fois costaud, mais suffisamment petit pour pouvoir se glisser dans les galeries. Et puis je pense qu'il y avait malheureusement un autre critère, c'est que Maura, il cherchait des gens qui n'étaient pas forcément très éduqués. Quand on était à l'alphabet, au fond, ça lui allait très bien, parce qu'il y avait moins de risques, une fois arrivé dans le Pas-de-Calais ou en Lorraine, que ces personnes se syndiquent et deviennent des membres d'un syndicat. Critères, il y avait des critères physiques d'abord évidemment, mais pas forcément une grande taille parce qu'il fallait être suffisamment svelte pour pouvoir se glisser dans les galeries. Et puis je pense que Félix Maura cherchait des gens qui étaient peu éduqués, c'est-à-dire quelqu'un d'analphabète, ça lui allait très bien parce que dans son esprit, c'était une manière de se protéger contre de futurs risques de syndicalisation une fois arrivé en Lorraine ou dans le Pas-de-Calais. Très bien. Justement, en fait, Félix Maura, quelles étaient ses origines? On a entendu parler qu'il était militaire, qu'il connaissait un petit peu. Quelle était sa relation avec le Maroc et notamment le Sud? J'ai cru comprendre qu'il parlait la langue locale. Qui était ce personnage d'origine française et non pas espagnole, comme il existe aussi des choses sur Internet? Voilà. Comment et par qui il a été choisi? Pourquoi on a choisi Félix Maura d'aller là-bas et pas quelqu'un d'autre? Félix Maura, il grandit dans le Pas-de-Calais, il aurait dû être imprimeur ou travailler dans l'édition ou l'imprimerie. Et puis, je me souviens de m'être entretenue avec son fils, Marc Maura, qui me disait, vous savez, si vous voulez comprendre mon père, l'univers de mon père, c'est l'univers de Fort Sagan. C'est un univers d'avant la décolonisation, c'est quelqu'un qui rêvait d'aventure, qui avait été une formation militaire, qui parlait effectivement le dialecte local. Donc tout ça a suffi pour que les houillères le choisissent et décident de l'envoyer dans le sud marocain parce qu'il parlait la langue et puis il avait un côté presque méridional, assez avenant, il était petit, très brun, le sourcil broussailleux, râblé. Et ce qui m'avait frappé quand j'avais interrogé les mineurs qui avaient été recrutés par lui, je me souviens très très bien de la phrase de l'un d'eux, il disait « il vous regarde avec un regard de loup ». Au Maroc, Félix Maura, donc on a dit, est devenu malgré lui une légende, un héros, un sauveur pour avoir permis et contribué à plein de personnes de partir.
Mais bizarrement, en dehors de son nom, on connaît très peu de choses de lui, et surtout on ne connaît pas grand-chose de ce qu'il est devenu plus tard vers la fin de sa vie. Justement, comment sa vie s'est terminée et quel regard il portait sur lui-même et le rôle qu'il a joué. Est-ce qu'on a des informations sur la fin de sa vie et comment lui, dans les années 90, en voyant justement l'effet de l'immigration auquel il a contribué, est-ce qu'on a des informations sur ça? Non, je pense que ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est mort un peu avant l'an 2000. Sa famille est restée dans le Pas-de-Calais. Sa veuve refuse d'ouvrir les archives de son mari parce que je pense parce que le vent de l'histoire a un peu tourné. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout aujourd'hui, on a du mal à regarder ce qui s'est passé dans les années 60 à 80 avec les mêmes yeux qu'à l'époque. Et donc je pense que la famille craint un peu ce regard qu'on pourrait avoir. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de subir des critiques. Et pour lui, il a fait le job. Et d'ailleurs, les mineurs qui sont interrogés dans ce film, vous verrez qu'ils ont des points de vue différents sur le recrutement de Maura. Pour certains, ça a été quand même leur chance, hein, ils le disent. Pour d'autres, aujourd'hui, c'est plus compliqué à raconter. Donc Félix Maura, il raconte un moment de l'histoire de France. Il raconte les 30 Glorieuses. Et je pense que c'est important de raconter cette histoire de l'immigration parce que quand vous entendez des discours haineux, des discours de l'extrême droite qui disent il y a trop d'immigrés en France, etc., il faudrait qu'ils regardent ce film et qu'ils se souviennent de la manière dont se sont faits ces recrutements. On est dans la période gaulliste, le pouvoir demande des hommes et des bras. Hein, et on fait venir des gens, non pas contre leur gré, mais en les appâtant avec un salaire supérieur à celui du Maroc, mais qui reste quand même très très faible. Et puis surtout, les mineurs marocains n'ont pas eu les droits des mineurs français, voire d'autres mineurs immigrés, comme par exemple les Polonais. Donc c'est intéressant de regarder ça aujourd'hui. Mais ce qui m'a frappé en enquêtant sur Félix Maura, c'est à quel point parfois il y a des trous dans l'histoire de France. C'est quelqu'un qui mériterait d'être dans des livres d'histoire, Félix Maura. Il faudrait qu'on raconte, non pas pour en faire un héros du tout, mais il faudrait qu'on raconte l'histoire de l'immigration. L'histoire de l'immigration, elle n'est jamais racontée en France. Elle est racontée pour les années 30 ou pour l'immigration d'Europe de l'Est. Elle est rarement racontée pour les Marocains. Or, c'est important. Les mineurs marocains, c'est l'histoire de France, c'est la France, et ça n'est jamais raconté. C'est pour ça que j'ai eu envie de passer plusieurs mois sur cette enquête qui d'ailleurs m'a totalement passionnée. Ça fait partie des enquêtes dans ma vie de journaliste au monde qui m'ont le plus passionnée parce que en fait c'est ce que j'appellerais de l'histoire immédiate, c'est-à-dire qu'on raconte des gens qui estiment, c'est ça qui est intéressant, que moi je me souviens de toutes les personnes que j'ai été voir qui me disaient « Oh, vous savez, mon histoire elle n'est pas tellement intéressante ». Eh bien si, elle est passionnante. Les gens souvent, quand ils sont ouvriers ou immigrés, ils pensent que leur histoire n'est pas intéressante. C'est faux, évidemment. Elle est beaucoup plus intéressante que celle de beaucoup d'autres qui sont installés en France depuis longtemps. Et ça m'a passionnée d'essayer de faire vivre un pan de l'histoire de France qui était méconnu. Et est-ce que les jeunes générations, les enfants de ces mineurs-là, ont un rôle à jouer? C'est-à-dire si eux-mêmes ne s'y intéressent pas, ça n'intéressera pas les autres non plus. Donc est-ce que eux-mêmes, les premiers concernés, devraient... Et est-ce que c'est le cas? Mais je pense que c'est le cas. Justement, moi, ça me frappe à chaque 1er janvier, par exemple, sur les réseaux sociaux. On voit toute une génération de jeunes gens issus, qui sont des petits-fils de ces mineurs ou des petits-fils, d'une manière plus générale, de personnes marocaines, algériennes qui sont venues en France et qui souhaitent un bon anniversaire à leurs grands-parents, parfois à leurs parents, parce que, comme vous le savez, ces personnes qui arrivaient en France, souvent, quand ils venaient de villages, par exemple du sud marocain, eh bien, ils n'avaient pas de date de naissance, on ne savait pas très bien quand ils étaient nés. Et Félix Maura, sur tous les documents d'identité, il écrivait 1er janvier, parfois 31 décembre. Et donc, ça me frappe de voir que sur les réseaux sociaux, chaque 1er janvier, eh bien maintenant, il y a une jeune génération qui souhaite leur anniversaire à tous les grands-parents. Et puis, je citerai en exemple, moi, j'avais rencontré pour ce film une jeune femme formidable qui s'appelle Marianne Tiganigui. Vous verrez dans le film son père, Lassène. Et Marianne, elle vient de publier un livre magnifique sur l'histoire de son père, qui a été recruté par Félix Maura, et d'une manière générale sur tous ces gens qu'on a appelés les Morins, d'ailleurs, les Morins, parce qu'ils étaient recrutés par Félix Maura. Ça s'est déroulé en 2 temps. D'abord, j'ai fait une très longue enquête pour le journal Le Monde. Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'anciens mineurs marocains, mais ça n'était pas facile de les trouver. Mais chaque personne que j'ai rencontrée, je n'ai jamais eu un refus. Au contraire, j'ai passé des heures, on a passé des heures ensemble. Et ensuite, Frédéric Lafont, qui est le réalisateur du film, est parti de cette enquête. Il a évidemment, c'est un film, ça n'a rien à voir avec cette enquête, parce que c'est un documentaire d'une grande qualité artistique, vous allez voir. Et lui, il a été voir les personnes que j'avais interrogées pour Le Monde
monde et il les a réinterrogés devant une caméra. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, ce sont deux exercices très différents, mais vous verrez dans le film à la fois, c'est très émouvant, parfois on rit, et c'est ça que j'aime dans le film aussi, et c'est à chaque fois très bouleversant. Très bien. Et justement, ces mineurs marocains qui sont aujourd'hui des retraités, quel regard ils ont sur cette histoire-là? Est-ce qu'il y a-t-il des regrets, et notamment du fait que, par exemple, ceux d'entre eux qui sont tombés malades et victimes des maladies professionnelles, est-ce qu'il y a eu des échanges et est-ce qu'il y en a qui ont ressenti des regrets, qui auraient voulu que les choses se passent différemment, surtout ceux qui sont atteints de maladies comme la silicose, par exemple? Vous verrez, c'est sous-tendu dans tout le film. Il y a un moment du film que j'aime beaucoup. Monsieur Samaté, qui a été un leader syndical, est interrogé. Et pendant qu'il parle, à plusieurs reprises, il tousse, mais très fort, très violemment. Et je trouve que c'est le talent du réalisateur Frédéric Lafond d'avoir laissé ces images-là dans le film, parce que ça parle tout seul. Félix Mora, il fait d'abord venir donc environ 100 000 Marocains en France, entre le début des années 60 et la fin des années 80. Et puis après, quand il s'agit de fermer les mines et que les houillères sont bien embêtés parce que qu'est-ce qu'on fait de cette main-d'œuvre, eh bien, il s'occupe aussi du retour. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il aura régné sur les houillères pendant presque un demi-siècle. Félix Mora, c'est un recruteur, et s'il y a un pan encore méconnu dans l'histoire de France, c'est le rôle des recruteurs. Il y en a eu un très célèbre en Lorraine, celui de la famille Wendel. Il y a donc Félix Mora, dont on a exhumé un peu l'histoire depuis quelques années, mais il y en a encore 3 ou 4 autres, et je pense que moi, si j'étais étudiante en histoire ou chercheuse, eh bien, je m'intéressais à ces recruteurs qui sont des figures complètement oubliées, mais qui racontent les 30 Glorieuses. Tous les gens qui figuraient dans le documentaire ont été très émus, ça nous a beaucoup touchés. Et il a été diffusé une première fois sur le service public, et puis il va être diffusé à la fin du mois de mars, entre le 27 mars et le 1er avril, à plusieurs reprises sur LCP, la chaîne parlementaire, et j'espère que beaucoup de gens le regarderont. Ce qui me réjouit, c'est qu'au départ, je fais une enquête dans Le Monde, qui me prend d'ailleurs beaucoup de temps, presque 6 mois, je me souviens. Puis Frédéric Lafond fait ce film, La vie devant eux, qui est magnifique, qui est autre chose encore. Ensuite, il y a quelques mois, Mariam Tiganigim, qui intervient dans le film, publie un livre sublime, je trouve, sur l'histoire de son père, immigré, venu ici par Félix Mora. Et en arrivant ici, à Forbach, je vois qu'il y a un petit livre qui a été édité sur l'histoire des mineurs marocains. Et je trouve que voilà, en l'espace de 3-4 ans, eh bien, l'histoire de l'immigration marocaine en Lorraine et dans le Pas-de-Calais a beaucoup avancé. Et tout ça grâce à la confidence d'un doyen de la mosquée de Trappes. Et je trouve que c'est une belle aventure.